Bonsoir et merci de nous avoir rejoints pour cette édition sur Télésud. Voici les titres à la une de l'actualité. C'est en homme libre que le journaliste Olivier Dubois s'est présenté aujourd'hui. Après avoir été enlevé il y a près de 2 ans dans le nord du Mali, le journaliste de Libération et de RFI a enfin été relâché. Nous reviendrons sur les images de ses premiers pas d'ex-otage en début d'édition. L'augmentation du coût de la vie a poussé de nombreux Kenyans à descendre aujourd'hui dans la rue. Ce lundi, des scènes de violence et d'émeutes devant les bureaux du gouvernement à Nairobi sont le symbole du ras-le-bol de la population. Une vingtaine de personnes ont été arrêtées, dont 2 députés de l'opposition. Et en France, entre motions de censure, des actions coup de poing et une grande et nouvelle journée de mobilisation dans le pays, le gouvernement semble acculé de toutes parts. Pour l'instant, Elisabeth Borne garde le cap, mais les Français aussi ne décolèrent pas. Cette bonne nouvelle pour ouvrir cette édition. Nous avons appris aujourd'hui la libération de notre confrère et journaliste français Olivier Dubois, enlevé au Mali le 8 avril 2021 dans le nord du pays, à Gao. Il était détenu depuis par les membres du JNIM, un groupe terroriste affilié à Al-Qaïda au Sahel. Il est arrivé libre ce lundi à l'aéroport de Niamey. Les détails avec Émeric Torognan. C'est un homme libre qu'il apparaît ce lundi aux côtés d'un officiel nigérien à la salle d'honneur de l'aéroport de Niamey. Après près de 2 ans de captivité, Olivier Dubois, le journaliste indépendant français, désormais ex-otage du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, peut dorénavant sourire. Lui qui, le 8 mai 2021, paraissait inquiet dans une vidéo où il annonçait son enlèvement survenu le 5 avril de la même année à Gao, au nord Mali. J'ai été kidnappé à Gao le 8 avril 2021 par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Je m'adresse à ma famille, à mes amis et aux autorités françaises pour qu'elles fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour me faire libérer. Le journaliste s'était rendu à Gao pour une interview exclusive avec un cadre du GSIM. 2 jours après, il devait prendre son vol de Gao pour retourner à Bamako, mais il ne s'est pas présenté à l'aéroport. La nouvelle de sa disparition, connue d'un certain nombre, a été tenue secret avant d'être rendue publique après la diffusion de sa vidéo. Libéré ce lundi, après une médiation conduite par les autorités nigériennes, Olivier Dubois, tout ému, rend hommage à ceux qui ont contribué à sa libération. Pour dire qu'évidemment, c'est énorme pour moi d'être là, d'être libre. Je ne m'y attendais pas du tout. Je voulais rendre hommage au Niger et à son savoir-faire dans ce type de mission délicate. Et rendre hommage à la France aussi et à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Voilà, c'est court, il faut que je reprenne mes esprits, désolé. Peut-être plus. La santé, tout se passe bien dans votre je me sens fatigué, mais je vais bien. Olivier Dubois, qui devrait rentrer en France mardi, est le tout dernier otage français dans le monde après Sophie Pétronin. Sa libération est saluée par le président français Emmanuel Macron, qui se dit soulagé et exprime dans un message sur Twitter sa grande reconnaissance au Niger. L'otage français n'a pas été libéré seul. L'humanitaire américain Jeffrey Hodke, enlevé au Niger depuis octobre 2016, puis amené au Mali, recouvre également sa liberté. Et comme on peut l'imaginer, la libération d'Olivier Dubois a suscité une vague de réactions chez la classe politique, mais également chez les journalistes. L'organisation Reporters sans frontières a fait part de son immense soulagement. Je vous propose d'écouter Christophe Deloire. Il est le secrétaire général de RSF. C'est évidemment une excellente nouvelle. On ressent une grande joie, puis un grand soulagement, parce que ça a été 2 ans d'inquiétude. 2 ans d'inquiétude d'abord pour sa famille. Moi, je pense à l'instant à sa compagne, son fils, l'ensemble de sa famille, pour tous ceux qui le soutenaient, pour les journalistes et le grand public qui est inquiet en cas d'affaire d'otage. Et toujours au Mali, le président de transition, le colonel Assimi Goïta, a présenté aujourd'hui le projet de nouvelle constitution qu'il avait validé il y a quelques jours. Il lui avait été solennellement remis par la commission chargée de la finalisation le 27 février 2023. Ce texte constitue pourtant une source de division au sein de l'opinion nationale. L'opposition malienne a demandé aux autorités de la transition de différer la tenue du référendum et de mettre le projet de la nouvelle constitution à la disposition du futur président de la République qui sera élu à la fin de la transition.
Et prenons à présent la direction du Kenya où le climat social est tendu. Ce lundi, de violents échanges ont éclaté entre manifestants et forces de l'ordre lors d'une manifestation contre l'inflation. La police anti-émeute kenyane a dispersé à l'aide de gaz lacrymogène les manifestants de l'opposition qui se sont rassemblés devant les bureaux du gouvernement dans la capitale Nairobi. Précision, Mathieu Nicolas. Un rassemblement pour protester contre la vie chère qui termine en affrontement. Lundi à Nairobi, des partisans du chef de l'opposition Raila Odinga se sont rassemblés pour dénoncer entre autres l'inflation galopante. Rapidement, le ton monte entre manifestants et forces de l'ordre. Des heurts éclatent. Au jet de pierre des manifestants, la police répond à coups de gaz lacrymogène. Je suis venue parce que le coût de la vie est élevé. Les frais de scolarité, les hôpitaux, tout est cher. Un citoyen ordinaire ne peut pas se permettre ce style de vie. Aujourd'hui, les affaires sont au ralenti. Nous sommes venus manifester pacifiquement. Mais j'ai été surprise de voir la police tirer des gaz lacrymogènes et nous jeter des pierres. Les incidents ont notamment éclaté devant des bureaux gouvernementaux à Nairobi. Les organisateurs de la manifestation avaient prévu de marcher vers State House, le palais présidentiel, dans le centre de Nairobi, où une vingtaine de manifestants ont été arrêtés. Parmi les personnes interpellées figurent 2 parlementaires, tous 2 membres du parti de l'opposant Raila Odinga. Certains manifestants affirment qu'ils étaient venus protester pacifiquement et que la police a été la première à jeter des gaz lacrymogènes. Nous sommes ici pour nous battre pour nos droits. La vie est si dure. Si vous voyez ces jeunes hommes et femmes, nous n'avons pas d'emploi. Les gens perdent leur emploi. Nous sommes fatigués. C'est pourquoi nous parlons de nos droits. Certaines des scènes les plus féroces se sont déroulées dans la colonie de Kibera à Nairobi, un quartier pauvre avec une longue tradition de soutien à l'opposition. Malgré une interdiction de manifester, de nombreux Kenyans se sont réunis pour protester contre le coût de la vie. Raila Odinga avait convoqué ces manifestations afin de protester contre la montée en flèche du coût de la vie, mais aussi l'élection du 9 août dernier qu'il juge toujours volée. William Ruto avait remporté ce scrutin très serré et son adversaire considère son gouvernement comme illégitime. Et le climat socio-économique est aussi en berne en Afrique du Sud. Lundi, des milliers de manifestants sud-africains de divers syndicats et mouvements politiques d'opposition se sont rassemblés devant les Union Building, les bâtiments du gouvernement, pour demander la démission du président Cyril Ramaphosa. De nombreux Sud-Africains le jugent incapable de remédier au chômage endémique, à la pauvreté grandissante et à la grave crise de l'électricité qui ronge le quotidien des habitants. En milieu de matinée, des bus avaient déjà déversé quelques 2000 manifestants vêtus de rouge, couleur de EFF, dans le quartier administratif. Je vous propose d'ailleurs d'écouter des membres de l'opposition. La décision d'exiger la démission de M. Ramaphosa doit être élargie pour inclure la démission de l'ensemble du Congrès national africain, car il est clair qu'il a mal géré ce pays. Le message le plus important, le message fondamental qui nous parvient, est que le peuple sud-africain s'unit enfin contre Cyril Ramaphosa, contre ce gouvernement qui a échoué, et que cette voix unie, que ce soit aujourd'hui ou demain, finira par le forcer à quitter ses fonctions, je peux vous le garantir. Samedi, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, a rencontré son homologue angolais João Lourenço à Luanda. Et si nous ne connaissons pas encore les détails de leur entretien, pour le vice-premier ministre congolais des Affaires étrangères, cette rencontre a surtout permis aux 2 chefs d'État d'évaluer le processus de paix de Luanda sous l'Esbaï. Ils seront bientôt 500 militaires angolais à débarquer à l'est de la RDC. Vendredi, l'Angola a donné son feu vert à l'envoi de ces hommes pour soutenir le gouvernement de Félix Tshisekedi dans sa lutte contre les attaques armées menées par les rebelles du M23. Une décision actée par la rencontre des 2 chefs d'État congolais et angolais samedi à Luanda. Ce contingent ne sera déplacé que lorsqu'il sera garanti que les conditions sont créées dans les zones de cantonnement.
Aujourd'hui, une délégation du mécanisme ad hoc, composée également d'officiers de l'état-major général des forces armées, visite les zones prévues pour confirmer les conditions. Ces troupes angolaises viendront s'ajouter aux militaires burundais et kenyans déjà déployés par l'EAC. Mais sur le terrain, l'annonce d'un cessez-le-feu ne change rien. Le 7 mars, cet appel à cesser les combats n'a pas été respecté. Le gouvernement de la République démocratique du Congo reste préoccupé par la nécessité d'un engagement de toutes les parties, du gouvernement de la République démocratique du Congo, du Rwanda, du M23, en ce qui concerne le respect de la cessation des hostilités. Une vingtaine de civils ont encore été tués samedi dans 2 attaques distinctes, dont l'une revendiquée par l'État islamique. Par ailleurs, après quelques jours d'accalmie, des combats ont repris entre l'armée et les rebelles du M23 dans le territoire de Massisi. Au Nigeria, 3 semaines après la présidentielle, les Nigérians ont été appelés à voter hier pour élire leur gouverneur ainsi que les représentants des assemblées locales. Des élections marquées par des incidents logistiques et des affrontements dans plusieurs localités du pays. Précision avec Suilas Bay. La volonté du peuple prévaudra et ce gouvernement qui tire sa légitimité de l'intimidation des électeurs appartiendra au passé. Un candidat ambitieux, mais le résultat du scrutin est sans appel. Ce dernier ne se verra pas attribuer le poste de gouverneur de Lagos. Après un vote sous haute tension, c'est le candidat sortant, Babajide Sanwo-Olu, du parti au pouvoir, l'APC, qui a été réélu gouverneur de Lagos, avec une marge considérable sur son opposant du parti travailliste. Une élection sur laquelle Gbadebo Rhodes-Vivawer portait beaucoup d'espoir pour l'avenir de la mégapole aux 20 millions d'habitants. Cette élection est une bataille pour l'âme de Lagos, une bataille où nous voulons mettre en place un gouvernement qui travaille pour le peuple et qui soit centré sur les intérêts du peuple, et non pas sur la mainmise de l'État, comme c'est le cas à Lagos depuis 24 ans. Si le scrutin a connu un taux de participation assez faible, de nombreux incidents ont été recensés dans différentes localités à travers le pays. Selon le Centre pour la démocratie et le développement et Amnesty International, des électeurs ont été fouettés et beaucoup ont obtenu de graves blessures. Des incitations au vote ont également eu lieu, certains offrant quelques naïras, de la nourriture ou de l'alcool afin d'acheter des voix. Près de 65 personnes se livrant à ces pratiques ont été arrêtées. Avant le vote, certains électeurs, à l'instar d'Emeka Amaka, étaient pourtant confiants quant aux mesures prises après les polémiques engendrées à la suite de l'élection présidentielle qui a fait l'objet de nombreuses accusations de fraude. Lors de la dernière élection présidentielle, les choses ont mal tourné. Mais je pense que des mesures ont été prises pour garantir qu'il n'y aura pas de vol de bulletins de vote, je suppose. Certains fonctionnaires de la commission électorale qui ont annoncé les résultats à Lagos ce dimanche ont signalé le vol de certaines urnes, mais ont ajouté que ces vols n'étaient pas suffisamment conséquents pour entraver le résultat du scrutin. Ces différents incidents auront ainsi eu raison de l'alternative offerte par l'opposition au pouvoir, qui se voit attribuer les postes les plus importants du pays après la victoire de Bola Tinubu à la présidence. Le sommet des chefs d'État des 6 pays de la CEMAC s'est tenu ce week-end à Yaoundé au Cameroun. Un sommet qui s'est conclu sans avancée majeure, notamment sur la monnaie le franc CFA, mais avec la nomination à la tête de la CEMAC pour un an de Faustin Archange Touadéra, qui remplace le président camerounais Paul Biya. Retour sur ce sommet avec Émeric Troignan. Un ballet de chefs d'État vendredi à Yaoundé. Tous membres de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale CEMAC, ces 6 présidents se sont retrouvés au Palais de l'Unité au Cameroun pour discuter de questions importantes relatives à la vie de cette institution sous-régionale. Cela fait 2 ans que ce sommet ne s'est plus tenu en présentiel pour cause du Covid-19. Au cœur de leurs échanges, les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, le contexte sécuritaire régional et ses conséquences sur leurs économies, l'avenir du franc CFA
et la crypto-monnaie adoptée par la RCA comme seconde devise depuis 2022. Les chefs d'État se trouvent à Yaoundé à l'effet de créer une nouvelle page de cette institution. Vous savez, depuis 2019, il y a eu plusieurs bruits de bottes dans cet espace, notamment la Centrafrique qui a décidé de son côté de fonctionner désormais avec la crypto-monnaie. Plusieurs points seront donc inscrits à l'ordre du jour à l'effet justement de savoir si réellement le Cameroun ou bien les autres 6 États resteront dans la zone. Face aux effets de la guerre en Ukraine, les dirigeants du Gabon, du Congo, du Cameroun, du Tchad, de la Centrafrique et de la Guinée équatoriale ont pris des mesures exceptionnelles, chacun de son côté, pour préserver l'économie de leur pays déjà mise à rude épreuve par la pandémie du Covid-19. Des mesures saluées par l'ensemble de la conférence des chefs d'État présents à ce 15e sommet de la CEMAC. Sur la question de l'avenir du franc CFA, la conférence des chefs d'État aurait préconisé entre autres le changement de nom de la monnaie, le retrait progressif des représentants français au sein des organes de décision et de contrôle de la Banque centrale. Des décisions dont se réjouissent les participants à ce sommet. Pleine satisfaction parce que les objectifs recherchés ont été atteints par nos chefs d'État et je crois que le meilleur est à venir par rapport à l'intégration sous-régionale. Ce 15e sommet des chefs d'État de la CEMAC s'est achevé par une cérémonie de passation de charges à la tête de la communauté. Faustin Archange Touadéra de la RCA prend les rênes de la CEMAC en remplacement du président camerounais Paul Biya pour un mandat d'1 an. Et nos correspondants étaient sur place pour la clôture de la session ordinaire de la CEMAC à Yaoundé, un sommet au cours duquel toutes les attentions étaient portées sur la RCA. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra prend donc la présidence de la CEMAC. Reportage de Mathieu Mba et Serengui Joy. C'était une 15e session ordinaire de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, de jeux et d'enjeux au centre desquels la République centrafricaine était l'élément central. Le pays de Faustin Archange Touadéra était attendu sur la sécurisation de son territoire, sous-traité au groupe paramilitaire russe Wagner depuis 2021. L'adoption de la crypto-monnaie Sangocoin en 2022 comme monnaie officielle a choqué au sein de l'organisation et de la Banque centrale de la communauté. Il fallait donc mettre Bangui dos au mur en réitérant la souveraineté du franc CFA en CEMAC. Si le président Touadéra, qui prend les rênes de l'organisation, a promis se pencher sur la question, la décision finale pourrait diviser au Parlement centrafricain qui en avait adopté la démarche de départ. Réputée frondeuse, depuis son virage à l'Est, Bangui a finalement été au centre du compromis politique pour garder la cohésion au sein de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. Tout au long des travaux, j'ai pu apprécier notre volonté commune de privilégier les intérêts de la communauté. Ainsi, nous avons progressé dans la recherche de l'efficacité de nos institutions communautaires. Nous avons évolué en ce qui concerne les mesures à prendre pour assurer la poursuite du programme de réforme économique et financière de la CEMAC, la consolidation de notre union monétaire, le renforcement de nos politiques structurelles et l'amélioration du fonctionnement de nos institutions communautaires. Et au nom de cette République centrafricaine frustrée, le siège de la CEMAC qui était réclamé par Malabo est définitivement donné à Bangui. La RCA est son chef de l'État sur lequel le club des 6 fonde ses espoirs pour mettre en route l'intégration sous-régionale en CEMAC. Si Faustin Archange Touadéra a la sympathie et le respect de ses pairs, il serait donc l'homme de la situation dans la mise en route des 12 projets intégrateurs annoncés par son homologue camerounais Paul Biya. Au-delà, il faudrait relancer la gouvernance intégrative, mais surtout la solidarité à l'endroit de la RCA pour stabiliser les équilibres macroéconomiques de ce pays fragile. Car si le maintien de la RCA dans la CEMAC est sans équivoque et irrévocable, le respect de sa politique interne mériterait tout de même d'être observé. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale, préparé conjointement par Alexis Berthomier, Ahmed Chigno et Noël Dong. Le président nigérien Mohamed Bazoum a entamé ce lundi une visite de travail et d'amitié au Togo. Une visite de quelques jours sur invitation du chef de l'État, Faure Gnassingbé.
Cette visite s'inscrit dans le cadre des excellentes relations qu'entretiennent les deux pays. Les deux présidents échangeront sur l'état de la coopération bilatérale ainsi que de la situation sécuritaire dans la sous-région. Également au menu de ce déplacement, la visite de plusieurs sites, entre autres le port autonome de Lomé, un port par lequel le Niger assure l'importation des produits. À Dakar, au Sénégal, plusieurs centaines de personnes ont participé à un sit-in dimanche devant les locaux du groupe de presse Walfadjri pour exiger la libération du chroniqueur judiciaire Pape Ndiaye. Le journaliste est inculpé depuis le 7 mars pour, entre autres, diffusion de fausses nouvelles. Pape Ndiaye avait affirmé dans une émission que la majorité des juges du parquet général s'étaient prononcés en faveur d'un non-lieu de l'opposant Ousmane Sonko, accusé de viol. L'ONG, Amnesty International, dit s'inquiéter de l'intensification de la répression au Sénégal à un an de la prochaine élection présidentielle. Le président chinois Xi Jinping est arrivé en Russie ce lundi 20 mars pour sa visite d'État. Le dirigeant chinois a qualifié sa visite de voyage d'amitié, de coopération et de paix, alors qu'elle intervient en pleine guerre en Ukraine. Xi Jinping a déclaré que cette visite allait donner un nouvel élan aux relations entre la Chine et la Russie. Le président russe Vladimir Poutine a indiqué que Moscou et Pékin ont de nombreuses tâches et objectifs communs, et qu'il était prêt à discuter du plan de paix pour l'Ukraine avec son homologue chinois. En réponse au mandat d'arrêt de la CPI, émis contre le président russe, Moscou a annoncé ouvrir une enquête contre des magistrats de la Cour. En France, avec 2 motions de censure contre son gouvernement, l'avenir immédiat de la Première ministre est au centre des questions. Combien de temps encore Elisabeth Borne pourrait-elle rester à Matignon alors que le climat politique se détériore ? Les syndicats qui ont durci le ton ces derniers jours appellent à une nouvelle mobilisation le jeudi 23 mars pour la 9e journée de grève. Précision Soules Bailly. Tout au long de la journée de lundi, alors que l'exécutif faisait face à 2 motions de censure au Parlement, des actions coup de poing contre la réforme des retraites se sont multipliées un peu partout en France. Depuis l'annonce du déclenchement de l'article 49.3 de la Constitution par la Première ministre Elisabeth Borne, la colère des Français semble s'accroître jour après jour. Et ce recours in extremis au 49.3 et cette brutalité démocratique, elle vient rajouter dans la rancœur de nos concitoyens. Donc là, le gouvernement et singulièrement Emmanuel Macron sont dans une impasse dans laquelle ils se sont mis eux-mêmes avec cette idée de « on a raison tout seul ». Et à un moment donné, il va falloir sortir par le haut. Voilà. Parce que moi, même si la motion de censure n'est pas votée tout à l'heure, le rejet, la mobilisation sociale continuera. Retraités, étudiants, ils sont nombreux à se mobiliser afin de voir le projet de réforme des retraites disparaître. Si les premières manifestations étaient relativement pacifiques et sans grand débordement, l'annonce du 49.3 a mis le feu aux poudres. Les blocages dans les raffineries commencent à faire peser un risque de pénurie de carburant dans plusieurs villes du pays, comme ici à Marseille, où les files d'attente pour faire le plein de carburant atteignent des records. Ce lundi, c'est la faculté de Tolbiac à Paris qui a été bloquée par les étudiants, décision votée en assemblée générale. Des blocages qui ne font que commencer. C'est-à-dire que là, s'ils ne comprennent pas les voies pseudo-démocratiques de l'Assemblée nationale en utilisant le 49.3 ou autre, il faut qu'ils comprennent que nous non plus, on ne va pas la jouer sympathique, on ne va pas la jouer tranquille en fait. Si eux ne veulent pas avoir de discussion, ils ne veulent pas recevoir par exemple les organisations syndicales, on ne va pas les recevoir non plus en fait. L'idée c'est que ça va se passer dans la rue et qu'ils veuillent ou non, ils devront retirer ce projet-là. À l'appel de l'intersyndicale, une nouvelle journée de grève se tiendra ce jeudi 23 mars. Son ampleur dépendra de la suite donnée aux motions de censure votées au Parlement. Et on se quitte sur le visage de cet homme désormais libre. Le journaliste Olivier Dubois va pouvoir reprendre le chemin de la France pour y retrouver ses proches. Des retrouvailles qui promettent de l'émotion après avoir été séparés pendant 2 ans. Nous reviendrons évidemment dessus dans nos prochaines éditions. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain pour l'édition du soir. Et en attendant, continuez à vous informer sur Télé Sud.